Et plus ça allait, puis j'étais la dernière à passer, sueur froide, je tremblais, j'étais pas bien, les mains moites. Et là, je dis, qu'est-ce que je fais ? Je m'affiche, je t'arrête pas de penser ça et tout. Je suis venue, laisse tomber, avec 15 personnes qui me parlaient dans la tête. Et là, je dis, meuf, toi, t'es là, ils vont aux toilettes comme tout le monde. Ces gens-là, ils ont rien à t'envier. Nous, on a eu ces galères-là, mais dans ma tête, pendant qu'ils passent tous, tu vois, je suis comme ça. Et là, je leur dis cash, écoutez, moi, je vais pas vous mentir. Je suis incapable de vous dire qui sont ces références, que ces peintres et tout. Ils sont sympas, il y a pas de souci, mais de là où je viens, on n'a pas ces mêmes références et ces mêmes ressources. Attends. Avant d'aller plus loin, il faut absolument que je te présente Senna. Senna, je la définis comme une femme engagée, mais vraiment engagée. Et d'un autre côté, j'ai pas vraiment envie d'aller plus loin car elle est engagée de différentes façons. Définir Senna, c'est la rentrer dans des cases. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle donne le meilleur d'elle-même pour s'accomplir. Et pour elle, s'accomplir, c'est permettre à chaque individu de bénéficier du droit qui lui est dû. J'en dis pas plus. Écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisan d'Esprit. Senna, bienvenue, merci beaucoup d'être présent ici en face devant moi. Ouais, merci à toi, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, là, j'ai commencé avec une phrase qui veut rien dire du tout, c'est génial. Vas-y, dis-moi. J'ai dit en face devant moi. En face devant moi, oui, mais c'est le pléonasme, mais c'est pas grave. Première question phare pour toi. Maintenant, là, tout de suite, si tu devais écouter ton cœur, te dirait quoi ? Il me dirait lâche rien. Ok. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu dur pour toi en ce moment ? Ça veut dire que c'est dur, ça veut dire que je suis dans une étape de la campagne, donc comme tu le sais, là je suis candidate pour les prochaines législatives, que je suis une candidate représentante de la société civile. La société civile, c'est des gens comme toi, comme moi, sans parti politique, par choix. Et la particularité d'être une candidate de la société civile sans parti politique, c'est que tu as cette liberté de pouvoir porter haut et fort la voix de nos pairs, en fait, des gens qui nous ressemblent. Et à contrario, tu as les difficultés où par moment on se sent esseulé, tu vois, dans le truc les partis, ils ont cette machine politique, il y a tout un truc où l'écosystème fait que en politique, il y a des codes, etc. Et moi, en fait, mon combat aujourd'hui, c'est d'incarner justement une nouvelle génération de femmes politiques ou même des hommes politiques, mais qui imaginent une politique pure et saine pour changer réellement les choses. Et ça, c'est difficile. Ok, super, magnifique. Merci déjà pour cette première réponse. Toi, aujourd'hui, tu es cofondatrice de l'association Agir pour réussir à Cergy. C'est ça. Maire adjointe déléguée de la petite enfance. Ah, la petite enfance. Ça, je le suis tu l'es plus. Je le sais plus. Ok, depuis quand ? Depuis 2020. Dernières depuis 2020. élections. Ok, très bien. Responsable intercommunal, violence faite aux femmes pour le département du 78. Voilà, ça c'était aussi, je ne le suis plus, tu mais l'es plus. J'ai porté le dispositif. Ouais. Très bien. Tu es aussi fondatrice de Cergy Demain. C'est ça. Et puis, présidente de l'espace concertation citoyen. Donc c'est ECC. C'est ça, à Cergy-Pontoise. Super, ça fait beaucoup de choses quand même. Ouais, et actuellement, je travaille en tant que responsable de patrimoine. Je travaille pour un bailleur social privé. Et je travaille au Mureau, dans une ville qui me tient à cœur, dans le 78, et encore un quartier populaire. Et mon travail, c'est de faire en sorte que les habitants puissent se sentir bien dans leur logement. Donc, du mieux que je peux, j'essaye de les accompagner, faire en sorte qu'ils se sentent bien. Super. Eh ben, ça fait beaucoup de choses. Ça fait vraiment beaucoup de choses. T'es une femme hyper engagée. C'est ça. Tu sais que ce podcast-là, en fait, cet épisode-là, cet échange-là, pour moi, c'est un gros challenge parce que, comme je te l'ai dit hors antenne déjà, c'est que le podcast, il est apartisan. C'est-à-dire que voilà, il se positionne pas en politiquement parlant et tout. Donc moi, mon challenge aujourd'hui, ça va être de te faire parler de toi. Évidemment, on va parler aussi de tes convictions politiques, mais le challenge pour moi, c'est de trouver le juste milieu. On va voir ce que ça donne. Mais ça devrait pas poser de problème parce que je suis pas trop dans les partis, donc en général, c'est propre. Eh ben, super, très bien. En tout cas, je suis très content encore une fois de te recevoir. Moi aussi. Deuxième question pour toi. Tu viens de Cergy. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours à travers ton quartier? Alors moi, mon parcours à travers mon quartier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le quartier dans lequel j'ai grandi, à Cergy, je veux dire que c'est l'un des plus beaux quartiers, c'est le quartier qu'on aime tous à Cergy, c'est le quartier des Chênes d'Or et de la Croix-Petit.
C'est un quartier issu de sa diversité qui est tellement riche et c'était un village pour nous. Je dis c'était parce qu'en fait, il a été détruit et reconstruit. Il y a eu un programme en rue. C'est un quartier où sont nés dans ce quartier différents parcours, profils honorables. D'ailleurs, tu en connais certains. Pas mal. Et d'ailleurs, Moussa est passé aussi dans ce podcast. Moussa a grandi à la Croix-Petit, est né là-bas, natif de là-bas. Nadir Gagui. Il y a plein de jeunes filles et de gars là qui ont fait des super belles choses. Des avocats sont sortis de ce quartier, des médecins. Des parcours différents, des danseurs et puis des parcours classiques, mais tout aussi honorables, quoi. À la Croix-Petit, il y a une particularité, c'est que quoi que tu fasses, d'où que tu viens, tu es la famille d'eux, on a grandi ensemble et on se soutient ensemble. Tu peux toucher le RSA, tu peux atteindre le sommet. Et ben, quand on est à la Croix-Petit, on tape dans le ballon, on mange un barbecue tous ensemble, on est tous pareils. Et ça, c'est fort. Ouais, c'est ce qui nous expliquait aussi Moussa, c'est qu'il y a vraiment une solidarité entre vous qui est incroyable et tout. C'est ça. Toi, pour le coup, quelle a été ton expérience à la Croix-Petit alors? Alors moi, mon expérience, elle a été diverse, c'est-à-dire que ce qui nous lie avec Moussa et Nadir et bien d'autres encore, Aïs et tout, c'est que on a créé, suite à l'annonce de la destruction du quartier en 2007, la création de l'association AGPR. Et ça, c'est un lien fort, la création de cette association qui nous a permis justement de porter cette solidarité, d'accompagner les familles, de pouvoir proposer des actions, des activités, de pouvoir justement répondre à des problématiques locales qui étaient présentes, des absences de politique publique qui étaient présentes aussi. Et sans expérience et tant bien que mal, on a essayé à notre niveau d'essayer, avec l'amour qu'on avait pour notre quartier, l'amour pour nos parents, d'essayer de préserver ça. Il y a des erreurs qu'on a pu faire, mais en tout cas, ça a été fait avec le cœur et aujourd'hui, l'association existe toujours. Il y a eu pas mal d'événements qui ont été faits. Le bébé de l'association, c'est le Festival Armée Citoyenne. Chaque mois de mai, en fait, on organise un événement qui rappelle tous les anciens de la Croix-Petit. Et au cœur du quartier de la Croix-Petit, de la nouvelle Croix-Petit, du coup, ça vit. Il y a des activités. C'est une fête foraine pour le quartier et on met en lumière tout ce qui se passe tout au long de l'année au sein du local de l'association. Et ça rassemble aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup ouais, de monde. En général, on est sur 2000 et 3000 personnes. Mon côté police, à chaque fois, Moussa me dit ça, c'est les chiffres de la police. Mais il y a toujours plein de monde et c'est vraiment gratifiant pour nous qui sommes bénévoles et actifs au quotidien. On sait pourquoi on le fait. Et le fait de voir toutes ces familles épanouies et se retrouver, et pour nos parents de se revoir, il y a vraiment un travail de mémoire aussi avec cet événement. Bien sûr, et puis au vu du nombre de personnes qui viennent vous voir, qui viennent s'amuser et tout, ça prouve que ce que vous faites aujourd'hui c'est très concret, mais il y a un réel impact derrière, quoi. C'est ça. Au départ, il y avait une volonté de rappeler les anciens de la Croix-Petit, mais au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que la Croix-Petit, c'était vraiment tous les quartiers se retrouvaient. C'était vraiment l'idéal de quartier qu'on voulait avoir à Cergy. Et donc, du coup, maintenant, les gens viennent de partout, de l'agglomération et même en dehors de l'agglomération. Une année, on avait même accueilli des Américains qui étaient venus et qui avaient adoré justement le Festival Armée. Et rien que pour ça, c'est une super belle réussite. Yes. J'aimerais qu'on recule un petit peu dans le temps et que tu nous parles un peu plus de qui était Sana à l'école. Alors Sana est à l'école de la Croix-Petit. Sana, c'était une jeune fille dynamique, avec pleine d'énergie. J'avais toujours, je pense, pas mal de questions. Alors j'ai pas mal de souvenirs et en même temps plus petite c'était un peu compliqué, mais c'est vrai que moi mes parents c'est très beaucoup d'énergie, toujours envie de faire plein de choses, toujours partante pour faire des activités. Alors j'étais pas un élément, genre j'étais pas l'enfant qui perturbait ou autre, mais j'étais la bavarde, quoi. Je parlais tout le temps. Je parlais tout le temps, le bavardage, comme disait mon père, c'était ouf. Et en même temps ça c'était sur la partie école primaire, etc. Qui participaient, il y avait toujours des spectacles, on dansait tout le temps avec les copines, c'est le souvenir que j'ai. Et après à l'école primaire, parce que du coup en fait, comme il y a eu pas mal d'enfants à l'école de la Croix-Petit, c'était une petite école, en fait il y a eu une bascule où il y avait un nombre d'enfants qui devaient changer d'école et moi j'ai fait partie de ces enfants-là. Et du coup j'ai changé d'école en CM1, CM2, ça a été horrible parce que du coup je suis passée d'une école qui était vraiment un village où on se connaissait tous à une école où c'était vraiment les blancs du quartier, etc. Donc on était vraiment mal accueillis. Et là, en fait, on a
très tôt, j'ai été touchée par les inégalités. Je me suis vraiment rendu compte qu'on n'était pas des enfants comme les autres. On était stigmatisés. C'était les enfants de la Croix-Petit, etc. Il y avait une sorte de protection à la Croix-Petit. Donc, on était intouchables. Et le fait d'être sorti du quartier et d'avoir été dans une autre école, j'ai pu observer dès mon petit plus jeune âge, la violence que les parents pouvaient nous transmettre, ne pas se donner la main en rang, les sauvages de la Croix-Petit, c'était hyper violent. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai participé j'ai été co-auteur d'un film qui s'appelle La ligne de couleur. On allait venir. Voilà, avec Laurence Petit-Jouvet, ouais. Et je fais ce parallèle-là parce que dans ce film-là, je parle de ce passage traumatique qui, je pense, m'a donné cette conscience aussi d'engagement et m'a donné cette envie de lutter contre les inégalités. Il y a un trauma qui a dû s'installer. Ouais. Donc, premier déclic. Et je l'ai la phrase. Tu dis, elle m'a marqué quand je l'ai écoutée. Il y avait notre France à nous, oui. Celle de toutes les couleurs que certains appelaient ghetto, entre guillemets, pour nous dénigrer. Et puis, il y avait la France de l'autre côté du pont, celle des riches, tout blancs, qu'on trouvait morose. C'est ça. C'est fort, ça, comme phrase. C'est très fort. Et puis, j'imagine qu'à cet âge-là, ouais, effectivement, ça conditionne parce que tu racontes l'anecdote où t'arrives, et vous êtes tous au milieu et puis t'as les autres élèves et tout qui se moquent de vous. Ouais. T'en as même qui ont pleuré dans votre classe et tout. C'est ça. C'était hyper dur parce que il y avait cette stigmatisation. Déjà, on était dégoûtés d'avoir changé d'école. Donc ça, c'était hyper violent. Nos parents aussi étaient pas à l'aise et on n'avait pas le choix. Donc tu pouvais avoir ce prestige de dire bon, mes enfants, ils vont aller dans une école, machin. C'était un peu la réputation. Et non, nous, on voulait juste rester dans notre école et on l'avait pris comme une injustice. Donc du coup, on avait ce trauma-là. On n'a pas été, j'ai pas le souvenir qu'on nous ait accompagnés ou avoir eu une psychologue qui nous dit machin. Et aussi l'accueil a été hyper compliqué. Et cet accueil qui n'a pas été réellement fait, tu te rends compte des années après. C'est aujourd'hui avec du recul et avec un travail, avec une thérapeute, avec tout ça, ou quand on a été chercher dans mon fort intérieur, tu vois, etc. Ce que c'était. Vous êtes senti négligé, quoi. Et négligé, et puis franchement, clairement, discriminé, c'était les mots sont forts. Négligé, c'est tu calcules pas, encore ça va, ouais, tu tiens. C'est vrai. Mais là, c'est de la, ça pouvait être de la maltraitance et pour une école, tu dis c'est là où on doit protéger les enfants, et là tu dis non, c'est là où on les maltraite, quoi. Ouais, c'est là où on est conditionné, clairement. Exactement. Parce qu'on passe quasiment plus de temps, voire autant de temps que dans nos familles, etc. Donc c'est hyper important. Mais pour moi, ce passage-là, il dénonce, parce qu'il y a toi et d'autres témoignages. Donc globalement, il dénonce un racisme systémique. C'est ça. Mais au-delà de ça, ton passage, j'ai l'impression que c'est aussi à la fois un hommage à ton père, c'est ça, mais aussi à la petite Sana. C'est ça. Je pense qu'il y a de ça. Hommage à mon père parce que mon père était très engagé. Il avait créé l'amicale des Mauritaniens de France, très investi. Moi, j'ai un papa qui est mauritanien, donc il pouvait pas trop aller en Mauritanie, donc il a créé une association qui permettait de créer son petit pays, sa diaspora. Donc il les a rassemblés. Et à la maison de quartier d'Elinande, il organisait des événements, fêtes de quartier. Ça permettait de mettre en lumière l'histoire de la Mauritanie, etc. Et à travers ça, moi, j'ai connu en fait, j'avais les premiers outils, tu vois, de l'engagement. Moi, parce que j'avais toujours une mission lors de ces réunions, c'était de clôturer c'est moi qui clôturais les réunions okay. Avec mon père et tout ça, donc ça c'était fort. Et je participais toujours aux fêtes de quartier, etc. Et ça, quand je te dis, j'ai genre 5, 6, 7 ans, tu vois. Ouais. Et du coup, ça reste dans tes souvenirs et ça te construit aussi, ça te nourrit. Et donc du coup, dans mon engagement, je pense qu'il y a comme un truc de je vais au bout de ce que mon père a commencé. Et il y a un truc de cet ordre-là, quoi. Ouais. Et justement, alors, comment tu te construis en tant qu'adolescente quand tu vis des choses comme ça? En tant qu'adolescente, en fait, tu commences en fait à te poser des questions que des adolescents normalement se posent pas, quoi. 14-15 ans, on se rend compte que dans notre quartier, par exemple, il y a pas mal de choses qui se mettent en place pour les garçons. Et pour nous, les filles, il n'y avait pas forcément. Donc, tu trouves que c'est injuste encore. Ouais. Et pas parce que les garçons de mon quartier ou les gens ne veulent pas que les filles fassent. Pas du tout, parce qu'on avait cette particularité à la Croix-Petit, c'est que les filles et les garçons, il y avait une solidarité. On n'avait pas ça. Dans certains quartiers, on peut trouver des trucs, les filles, elles sortent pas, ou enfin, je sais pas quoi. Ouais. Nous, à la Croix-Petit, c'était pas du tout ça. On a même des couples qui se sont formés, qui se sont mariés, d'ailleurs. C'est trop beau. Et mais le truc, c'est que c'était les institutions, tu vois, les éducs qui venaient et mettaient en place des actions pour les garçons. De fait,
de fait, c'était parce que c'était des fouteurs de merde, ou on rejetait vers eux qui c'était accompagné, comment on appelle ça, protection de la délinquance, prévention de la délinquance, etc. Et à côté de ça, les filles, c'était on avait la maison de quartier, on avait les clubs à côté, mais il n'y avait pas d'action. Nous aussi, on voulait se faire un peu d'argent pour payer notre permis ou se faire un peu d'argent pour des chantiers qu'on pouvait faire comme les gars. Donc du coup, on avait créé la commission jeune à l'époque avec 4-5 copines, Neila, Fatima, Razika, Aïcha, etc. Et en fait, cette commission jeune, ça a été mon premier engagement en tant que construire un collectif de filles pour essayer de mettre en place des actions pour amener un peu de vie au sein du quartier pour les filles. Et après ça, ça nous a permis de découvrir justement la citoyenneté, l'engagement et le monde associatif. Ça a été vraiment l'entrée de mon engagement. Ok, et comment ça s'est passé alors à ce moment-là? Parce que vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément on a 15-16 ans. On a 15-16, ouais. On crée la commission jeune, on est 5 filles, on s'investit, on met en place des choses, on devient bénévole dans pas mal d'associations. On participe, on coécrit le film L'été de Noura. C'est un film qui lutte contre les mariages forcés avec l'association Voix de Femmes, qui sert de support à cette association et qui sillonne les écoles, etc. Donc on en est fiers aujourd'hui. On participe, donc du coup moi en 2000, j'ai 17-18 ans, du coup je découvre un peu les concertations de quartier, donc je suis conseillère de quartier, et donc là du coup on se confronte à des adultes, donc on était les plus jeunes. Et là, on se rend compte que du coup, déjà, c'est un jargon que tu comprends pas forcément, des sujets développement durable ou autre, etc. Il y a des choses qu'on maîtrise pas forcément, mais on s'intéresse parce qu'on se dit qu'il y a un truc, il faut qu'on soit là. Et du coup, à l'époque, Marie-Georges Buffet avait lancé le Conseil national de la jeunesse et le Conseil départemental. Et là, du coup, j'avais postulé et du coup, j'avais été conseillère départementale à l'époque et après conseillère nationale. Et du coup, en gros, c'est des mandats de 2 ans renouvelables. Et là, ça m'a permis d'aller voir aussi ce qui se passait ailleurs. Donc, on était différents jeunes de différentes villes de France. On était beaucoup et c'était hyper intéressant. Et itinérant, donc on allait dans plusieurs villes de France, donc ça me faisait sortir du quartier, je voyais d'autres villes, et surtout on essayait par thématique de réfléchir sur des sujets. Est-ce qu'à ce moment-là, excuse-moi je te coupe, mais est-ce qu'à ce moment-là tu te rends compte à la fois qu'il y a peut-être des similitudes, mais aussi des différences par rapport aux autres quartiers que vous rencontrez, etc. Avec les autres personnes? Ouais. Oui, clairement, parce que du coup, tu vas voir des personnes qui vivent en province, on avait des personnes qui vivaient dans d'autres quartiers, dans d'autres départements. Donc, ce qui était cool, c'était de voir qu'en fait, on n'était pas seul on n'était pas isolés dans nos problématiques. Et en même temps, on sentait clairement que dans certaines villes, on n'était pas du tout logés à la même enseigne. Et que déjà, on n'avait même pas les mêmes niveaux de culture générale sur certains sujets. Et ça, c'était flagrant. Mais par contre, on avait un objectif commun. C'était de se dire qu'aujourd'hui, on avait cette envie de vouloir, par notre engagement, de changer les choses. Et ça, c'était ouf. Ouais. Donc, à cet âge-là, se rendre compte que c'est une première vraie victoire, après une première vraie grosse claque. Comment tu te sens à ce moment-là où tu dis j'ai lancé un premier collectif avec mes amis, aujourd'hui je me retrouve à faire le tour de France? En fait, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois quand j'allais, alors du coup quand j'ai créé le collectif, j'étais toujours dans le collectif. Et en fait, pour moi, c'était genre je vais voir un peu ce qui se passe ailleurs, et à chaque fois je restituais ce que j'apprenais. Donc j'étais toujours dans le partage. Et mon objectif, c'était grâce à ça, de pouvoir justement avancer dans mes engagements. Et ce que je me dis à cette période-là, je me dis purée, on n'est pas sorti de l'auberge, il y a du taf. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire. Et en fait, c'est à partir de là que j'endosse des responsabilités. C'est à partir de là que je commence à me dire on a du boulot, et on arrive vite à 2007, et donc on passe les émeutes des banlieues en 2005, il y a la mort de Ziad Ebouna. Il y a un jeune de notre quartier qui se fait tirer dessus. On a notre quartier qui va être détruit, qui va être reconstruit. On a Moussa qui crée l'association AGPR et qui voit que moi, je suis un peu éparpillée, je suis un peu investie, je fais plein de choses. Et il vient me voir et il me dit, Sana, écoute, t'es investie, tu fais plein de choses. Moi, je suis un peu plus âgée qu'eux. Et il me dit, on a une responsabilité. On peut pas aller agir à l'extérieur et pas s'occuper de chez nous. Et cette phrase, elle a résonné en moi, et j'ai dit, il a raison. Et du coup, j'ai concentré mon énergie avec Moussa et toute l'équipe en me disant, on a une mission, c'est de sauver notre quartier, de l'accompagner et d'aller au bout de notre projet.
Et à partir de là, tout a commencé dans mes engagements, en tout cas, où on a focalisé et on s'est rendu compte qu'on avait tellement de choses à régler que du coup, on s'y est pris à bras le corps et on s'est construit, on a grandi avec l'association AGPR. C'est fort ça, parce que quand même, je me dis que avoir autant de conviction à cet âge-là, c'est waouh, parce que très 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 souvent, malheureusement, on a, enfin, quand je dis on, c'est ce que j'ai vu autour de moi. C'est pas c'est ma réalité à moi. C'est que un ado qui a envie de s'engager, qui a envie de faire plein de choses, très souvent, il est potentiellement freiné par son entourage, amis ou famille, tu vois. Sûr. Et du coup, une fois, deux fois, trois fois, et après, tu lâches vite l'affaire, ouais. tu vois. Aujourd'hui, toi, je me rends compte que j'ai l'impression que t'as demandé la permission à personne. C'est ça. Et en fait, c'est en moi. En fait, je crois que moi, cette détermination que j'ai, que Moussa a, et c'est pour ça qu'il a appelé son programme Les Déterminés. Je crois qu'on est des gens tellement déterminés dans ce qu'on veut faire, parce que on a été touchés directement par les inégalités. Je pense que tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, et c'est même pas il y a du positif dans tout ça, hein. Franchement, on n'est pas dans de la victimisation, du tout, hein. Au contraire. On est factuel. C'est ça. Et puis dans cette histoire, en fait, aujourd'hui, on en sort grandi. On est content parce que du coup, on a des valeurs, et ces valeurs-là, c'est ce qui fait notre force et notre unité aujourd'hui. Et on se dit que si on n'avait pas vécu dans ces inégalités-là, peut-être qu'on n'aurait pas été aussi soudés aujourd'hui sur tout ce qu'on a pu vivre. Après, on a tous pris plus ou moins des orientations, des chemins, des combats différents. On est sur Moussa, sur l'entrepreneuriat dans les quartiers, où il va sur la partie entrepreneuriat, sur l'emploi, etc. Moi, je suis sur un aspect un peu plus social, familial, sur les luttes contre les violences faites aux femmes. On est sur différents sujets, et du coup, on est liés, et on se dit qu'à un moment donné, on est en train de créer un éventail qui va permettre de trouver des solutions, et on se retrouve finalement sur l'objectif, qui, à un moment donné, vivent dans une dignité et dans un monde équitable, en fait. Eh ben, c'est magnifique. À ce moment-là, t'es très engagé. Ouais. Mais est-ce que tu sais ce que t'as envie de faire plus tard, non. Professionnellement? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en parallèle, je suis à l'école. Je sais pas ce que je veux faire, je suis pas brillante de ouf, je suis victime du système éducatif qui vise on te conseille, en fait, on t'oriente, on te désoriente plutôt. Ouais. On te désoriente, on voit que t'as un profil un peu énergique, on te dit bon bah toi t'as un parcours un peu professionnel, il faut que t'ailles faire du commerce, il faut que t'ailles faire ci, et on te lance dans des voies de garage, et là du coup tu suis, parce que du coup on est éduqué à dire bah le professeur a raison, quoi. Donc t'as ce truc où tes parents, ils suivent ce que le professeur dit. C'est plus ce qu'on fait aujourd'hui avec nos enfants, ouais, mais et à côté de ça, on t'impose indirectement un parcours, une vision du monde, en fait, et tu te rends compte que ça va être ton taf, en fait. Et toi, tu veux pas faire du commerce, tu veux pas faire de la vente, tu vas au bout du truc parce que tu dis c'est l'école quand même, c'est important, et tes parents, ce qu'ils retiennent, c'est ton diplôme à la fin, en tout cas. Et après, moi j'avais un double parcours, j'avais mon parcours scolaire et mes engagements à côté, où je m'épanouissais plus sur ce que je faisais à côté qu'à l'école. Et donc du coup, après, très vite, dès que j'arrive en mode bac pro, tout ça, je me dis c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux accompagner les gens, je veux aider les gens. Je savais que c'était un côté un peu social que j'avais. Et le seul truc que je trouve pour raccrocher cette filière-là, c'est l'animation. Donc, je deviens animatrice socioculturelle dans une ville voisine à Vauréal. Pendant 5 ans, je suis animatrice sociale et je mets en place des actions, je m'épanouis, je kiffe. Et après, ça a vite ses limites, parce que je me rends compte qu'encore une fois, du coup, ton parcours... Dépendante. T'es dépendante, et c'est surtout que du coup, t'évolues plus parce que t'as pas le diplôme. T'as pas le diplôme, donc t'es soumis toujours on te renvoie encore à un truc professionnel où tu sens que t'es pas à la même échelle que tes collègues. Tu sens que tu ne peux pas évoluer parce que la fonction publique ne te permet pas alors du coup t'es obligé de passer un diplôme ou un concours. Ok, mais comme t'as pas été au bout d'une scolarité machin, c'est compliqué pour toi parce que t'as pas les bases. Donc en fait, tu te retrouves, tu vois, t'as un autre truc où t'as un truc d'inégalité, un truc qui revient et tout. Et là, tu dis bon, je peux pas rester comme ça, donc je décide d'arrêter au bout de 5 ans. Je vous demande à me faire financer une formation. À l'époque, c'était le BTEP, c'était un diplôme d'éducation populaire qui vise à former des professionnels. On l'appelle BPGEPS aujourd'hui. Et il y a pas les financements.
Il y a pas l'argent. Et donc à chaque fois, c'était toujours les mêmes qui étaient formés. Donc je te dis des personnes non racisées, etc. Et ça, je l'avais vu tout de suite. Et ça, j'avais trouvé ça dégueulasse. Tu vois, des gens qui arrivent après toi. Toi, t'as fait tes preuves, t'as porté des gros projets et tout. Et tu te retrouves à ce qu'on te finance pas. En fait, t'es toujours à la fin de la liste. Et je décide de prendre un risque, c'est-à-dire d'arrêter de travailler, d'être au chômage pour pouvoir bénéficier de la bourse d'insertion professionnelle. Donc, c'est une régression, mais pour moi, qui allait me permettre après de rebondir. Parce que du coup, tu vois, d'être au Pôle emploi, de toucher une bourse, tu dis, vas-y, encore, tu vois, le mot bourse, ça te rappelle des trucs, tu vois. Et je t'en sais, tu vois ce que je veux dire. Et là, le truc, c'est que je décide de passer cette formation en un an, donc je passe mon diplôme sur Paris, etc. Et à partir de là, en fait, professionnellement, du coup, je me rends compte que c'est ma trajectoire, elle se dessine professionnelle et step by step. C'est-à-dire que moi, enfin, après, au niveau de ma carrière professionnelle et mes diplômes, je me suis toujours formée avec, j'ai toujours récupéré. C'est-à-dire que j'ai fait des VAE, tu vas au CNAM, tu trucs et tout. Donc en fait, j'ai été chercher cette réussite. On me l'a pas ramené, ça a été difficile, mais parce que je me rendais compte que c'était soit ça ou soit je restais à la marge. Je voulais pas rester à la marge. Il y avait personne qui m'accompagnait pour y réussir. Et donc à chaque fois, j'avais des petites victoires comme ça. J'ai l'impression que c'est comme si tu te faisais ton propre stage pour voir si c'était vraiment la voie que tu voulais faire. Et une fois que tu étais vraiment rassuré dedans, tu te disais, OK, il y a moyen, je le fais passer en tant que VAE et je continue encore plus loin. Ouais, c'est ça. En fait, à chaque fois, tu te dis, bon, pour atteindre cet objectif, il faut que je passe ce diplôme-là. Et pour atteindre ce diplôme par la voie générale, parce que tu l'as pas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller récupérer une valorisation, puisque je me rends compte que toute l'expérience que j'ai à côté de bénévolat et tout, et c'est important de valoriser tout ça. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous faites aujourd'hui, tout le temps que vous donnez, toutes les actions que vous mettez, etc., c'est une richesse et ça vous apporte aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle peut être reconnue. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, elle peut être reconnue. Et ça vous permet, en tout cas, d'égal à égal, d'arriver à un moment donné d'égal à égal. Parce que ceux qui ont les diplômes n'ont pas les parcours de terrain. Et le terrain, ça paye. À un moment ou à un autre, on galère. C'est dur, mais on peut récupérer. Après, moi, mon combat politique, et on fera le lien après, c'est de pouvoir faciliter ces deux trajectoires et de dire, tu peux aller à l'école, réussir et galérer parce que t'as pas de terrain, mais surtout d'accompagner les gens du terrain à essayer d'atteindre des objectifs et d'être reconnus d'égal à égal avec des gens qui ont fait des diplômes de dingue, quoi. Bien sûr, mais moi, j'ai compris une chose essentielle, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas négliger la pratique. Oui. On peut pas mettre au profit la théorie à la pratique. C'est pas possible, tu vois. Et malheureusement, aujourd'hui, l'école, l'éducation nationale au sens large, enfin, général, c'est ça. C'est beaucoup trop de théorie, contrairement à la pratique. Moi, ton parcours, ça fait écho avec une punchline que j'aime beaucoup. C'est, si tu me donnes 4 heures pour couper un arbre, j'en prendrai 3 pour aiguiser ma hache. C'est ça. Tu vois? C'est trop ça. Donc en vrai, mais je comprends l'état d'esprit parce que sur le moment on est frustré parce qu'on a l'impression de régresser, alors qu'en réalité c'est juste un autre chemin. C'est ça, mais c'est surtout que tu te rends compte aussi on va pas négliger aussi le cursus scolaire parce que on a besoin d'une méthodo. Ouais. Tu sais ça, le terrain et c'est mortel, ça t'apporte une base, ça t'apporte un socle. Mais du coup, en termes de structure, de méthodologie, et puis même de comprendre les choses, et tu sais en France que t'es reconnu que quand t'as des diplômes, que tu le veuilles ou non, même sur les échelons, sur le salaire, sur des choses comme ça. Enfin, et ton expérience, à un moment donné, elle ne suffit plus. Et donc du coup, je dis pas qu'il faut négliger les études, bien au contraire. Et il faut faire en sorte d'accompagner du coup les nouvelles générations à les faciliter. Et si elles sont pas les faciliter, c'est qu'est-ce que tu mets en place, comment tu facilites une voie plus simplifiée pour atteindre et pour arriver dans cet équilibre et à cette justesse-là. Ouais. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, heureusement, c'est de moins en moins vrai. À titre personnel, moi, j'ai jamais reçu autant de propositions d'emploi post cadre depuis que je suis entrepreneur. Alors qu'à la base, j'ai cherché du taf et j'en trouvais pas, tu vois. Je trouve ça assez paradoxal, mais dans un certain sens aussi, ça prouve que ça évolue. Ça évolue enfin, ça évolue, oui et non, parce que je pense qu'aujourd'hui, toi, t'as aussi, t'as un parcours, tu t'es fait quand même un nom, vous avez porté des vraies choses aussi, donc il y a un réseau qui vous suit, donc il y a une reconnaissance, et ça, vous l'avez pas volé, vous l'avez fait, et ça, il y a cette reconnaissance, enfin.
Ouais. Et je pense que t'es encore loin de ce que tu devrais être aujourd'hui. Et ça, je te le souhaite, je vous le souhaite, parce que je suis témoin de tout le travail que vous avez fait. Et moi, je suis admirative. Et d'ailleurs, je suis trop contente d'être. Moi, c'est mon premier podcast. Merci, bah, ça fait plaisir. Je suis trop heureuse que ce soit chez toi. Donc, tu vois, je suis trop contente. Et en même temps, je sais que il y a des. J'ai perdu le fil le bout de mon. On parlait du fait de pas forcément passer par les diplômes, etc. Et je te disais par rapport à mon parcours que justement moi, ça fait que. Ouais, voilà. Pour revenir sur mon parcours, ouais, c'est ça. Merci. Et en fait, pour revenir sur mon parcours, par exemple, tu vois, là, moi aujourd'hui, du coup, j'ai intégré Sciences Po en 2018. C'est une opportunité. Je reçois un truc sur LinkedIn. Mais attends, pause. Excuse-moi, pause. Parce que intégrer Sciences Po en 2018, même si, dans mon podcast. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu vois, on parle pas d'âge dans mon podcast de base. Mais là, intégrer Sciences Po, t'as quel âge au moment où tu intègres Sciences Po? J'ai 38 ans. 38 ans. Ouais. Mais tu peux pas me dire juste j'ai intégré Sciences Po en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, moi, j'avais porté un dispositif intercommunal. Ça s'appelle Flora, Femmes, Logement et Réseau d'accompagnement. Dans ce dispositif intercommunal porté par une intercommunalité dans le 78, je passe un diplôme universitaire. Donc, je passe le premier DU Violence faite aux femmes qui sort, porté par Ernestine René et Édouard Durand. Ça, c'est donc ma première expérience à l'université à Paris 8. Donc, c'était 1 an. Je venais d'accoucher de ma première fille, déjà. Donc ça, c'est un truc de ouf. Ouais. Difficile et du coup, je bataille et je valide le diplôme, tout va bien, etc. Au bout de 5 ans, je porte ce dispositif qui me tient à cœur, à bras le corps, sur l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Mes missions, c'était vraiment d'innover, de porter un projet innovant pouvant sauver ces femmes-là. Et la solution qu'on avait trouvée, c'était le logement, l'hébergement, ce qui permettait aux femmes de les rassurer, de leur dire, voilà, il y a un logement qui est mis à disposition avec un accompagnement post-traumatique avec des intervenants pluridisciplinaires et vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité, on va vous accompagner. Et après ces 5 ans-là, je décide de changer parce que c'était difficile d'avoir des logements pour accueillir ces femmes et je décide de ne plus être dans l'instruction mais d'être dans de l'attribution et je fais tout pour intégrer un bailleur social parce que du coup ce bailleur social c'était celui qui attribuait les logements et c'est comme un sacrifice, tu vois. Et donc du coup j'ai arrêté un peu ce que je faisais et j'intègre un bailleur et ce même bailleur qui attribue aujourd'hui des logements et en fait je vois que de l'intérieur ils sont éloignés du terrain de la réalité et tout et eux ce qu'ils voient c'est la peur, la violence et les bruits et le machin et tout et moi je leur fais un état de ce qu'elles subissent et ce qu'elles vivent au quotidien et aujourd'hui comment nous en tant que bailleur social on peut sortir grand et comment on peut contribuer à notre niveau aussi et d'autant plus qu'un bailleur il veut juste que ses loyers rentrent et soient payés et aujourd'hui tu as des financements qui payent ce type de logement donc dans l'un sans l'autre etc. Donc objectif d'attribution donc aujourd'hui j'occupe ces missions de responsable de patrimoine etc. Et là je commence à découvrir en fait les enjeux urbanistiques, tu vois, comment créer un quartier, l'histoire des quartiers, tu vois, mais dans la construction, l'urbanisme, ça commence à m'intéresser. Je vois l'architecture, je vois ce qu'était la Vigne Blanche aux Mureaux, ce que c'est devenu, et à travers l'histoire des Mureaux, j'ai compris comment ils avaient travaillé sur l'architecte qui avait travaillé sur l'ANRU de cette ville-là. Et ben c'était celui qui avait fait la Croix-Petit. Wow. Et il y a eu un truc où du coup les locataires en fait je les comprenais, les habitants je les comprenais parce qu'on était eux et nous on a créé AGPR et du coup il y a un truc où quand les locataires venaient nous voir viennent me voir au Muro et me parlent, ça me parle et donc du coup il y a une connexion et je les accompagne, je les aide. Je les accompagne à ce qu'ils se créent eux-mêmes en association, à ce qu'ils proposent des choses et j'essaye de les faciliter, etc. Donc ça c'est incroyable ce que ça m'a apporté dans mon parcours professionnel et donc du coup en 2018 j'ai un LinkedIn où je reçois un message de Sciences Po qui me dit voilà vous avez un profil intéressant, on lance une école urbaine et je pensais que c'était un truc générique et en fait je me rends compte que c'est des relances, c'est personnalisé et je parle mais pour voir si on me répond à moi ou si c'est du bluff, tu vois. Et en fait je vais et mon mari je rentre, je lui en parle, il me dit et moi je réponds pas, il me dit mais toi tu vas snober Sciences Po. Je lui dis non mais c'est pas pour une fille comme moi. Je lui dis t'es sérieux, je viens de la Croix-Petit machin nan. Si c'est pour arriver dans un truc et j'y arrive pas et je tape la honte et j'avais toujours ce truc de je vais taper la honte quoi à tout le monde et je peux pas. Du coup même si t'as travaillé sur toi,
tu te rends compte que les blocages qui ont été créés à ton enfance par rapport à un traumatisme. Ça revient, bien sûr. C'est incroyable. C'est ouf, hein. Ouais. C'est ouf. Et du coup, il me booste, je te cache pas qu'il me motive et tout. Il vient avec moi parce qu'il a peur que je n'aille pas au truc. Parce que j'avais fait la promesse d'y aller. J'y vais, je truc, machin et tout. Je passe l'entretien. Bon, coup de cœur avec la directrice de cette promotion. Bon. Ils me prennent. Je dis, OK. Le truc, il coûte 20 000 €. Je dis, ouais, j'ai pas 20 000 € à mettre. C'est chaud. Et, donc, du coup, je vois que j'ai un prêt étudiant. Bon, tu vois, enfin, tous ces facilités. Et je me retrouve à intégrer cette école 2018. Et là, je rentre, je découvre une promo riche pas de sa diversité, mais de son intellectualité. Tu vois, Et là, j'arrive, je commence à flipper. J'arrive dans un truc, il y a des architectes, des urbanistes, des chercheurs, des docteurs, des machins. Ouais. Et là, je dis, c'est chaud. Je vais pas, mais je commençais à trembler et à voir, tu vois, il y avait... Non, j'étais pas la seule racisée. Il y avait un étudiant marocain, mais qui vivait qui est natif du Maroc, qui était en France pour faire ses études. Et j'étais la seule fille de France, on va dire, fille d'immigrés, machin, ici. Et il y avait une Nathalie qui vient des Dom-Tom, qui est très à l'aise, machin. Et là, moi, je me sens pas bien, pas à l'aise, parce que je me dis, je sais pas, il y a un truc qui se développe dans ta tête, tu vois, ton cortex frontal, il se ferme et tout, machin. T'es en mode, qu'est-ce que j'ai fait? T'as pas le choix, t'as fait un crédit. J'ai pris ça de la bouche de mes enfants, tu vois, Ah ouais. Et là, je suis en stress et je me dis, non, Sana, tu peux pas faire ça. Et le premier jour, la rentrée, j'arrive, il y a des cartes postales, des photos et tout. Et genre, chacun devait prendre c'était des peintres. Okay. Et là, je me rappelle du passage d'Omar Sy dans Intouchable, tu sais, quand il chante les musiques et il dit, ouais, ça, c'est le quartier d'un tel et tout. Ouais. Moi, ces tableaux, je les voyais que au groupe médical. Tu sais, tu vas chez le médecin, tu sais pas. Mais je serais incapable de dire, hormis la Joconde, parce que, tu vois, ça marque. Et du coup, chacun prenait le truc et il racontait sa vie, sa trajectoire. L'autre, il dit, ben voilà, ça, c'est l'inspiration de mon grand-père, était ami de tel peintre et moi, nanana. Et plus ça allait, puis j'étais la dernière à passer sueur, froide, je tremblais, j'étais pas bien, les mains moites. Et là, je dis, qu'est-ce que je fais? Je m'affiche, je t'arrête pas de penser ça et tout. Je suis venue, laisse tomber, avec 15 personnes qui me parlaient dans la tête. Et là, je dis, meuf, toi, t'es là, ils vont aux toilettes comme tout le monde. Ces gens-là, ils ont rien à t'envier. Nous, on a eu ces galères-là, mais dans ma tête, pendant qu'ils passent tous, tu vois, je suis comme ça. Et là, je leur dis écoutez, moi, je vais pas vous mentir. Je suis incapable de vous dire qui sont ces références, que ces peintres et tout. Ils sont sympas, il y a pas de souci, mais de là où je viens, on n'a pas ces mêmes références et ces mêmes ressources. De là où j'ai grandi et de là où mes parents m'ont éduqué, j'ai été bercée par des calligraphies, par Keltoum, et du coup, je ressors avec fierté toutes les ressources que j'avais. Et je dis que malheureusement, la France, le système éducatif français ne nous a pas permis aujourd'hui d'être au niveau là-dessus, mais c'est pas grave. Et donc, pour jouer le jeu, je leur dis comme ça, pour jouer le jeu, je prends une photo et c'était des enfants qui regardaient derrière une barrière. Et je prends cette photo, je dis, je vais jouer le jeu, donc je prends une photo qui me parle. Et cette photo, c'est nous. Et en fait, pour vous dire, la Croix-Petit, c'est un quartier qui est juste à côté de l'ESSEC, l'une des plus grandes écoles prestigieuses de France. Ouais. Et il y a une barrière. Et le rêve de nos parents, en fait, on est entouré d'universités et de résidences universitaires. Et le rêve de nos parents, c'était qu'on aille là-bas. Et pour beaucoup, on n'a jamais pu aller là-bas. C'est vrai. Et donc, du coup, je leur ai dit, putain, à 38 ans, être à Sciences Po, je suis trop en kiff. Donc, voilà. Et donc là, je les vois, ils sont en larmes et tout. Ouais. Et là, tu vois, je dis, franchement, je suis trop contente. Et à la remise des diplômes, je vous le préviens maintenant, je ramène tout mon quartier. Je vous le dis. Rendez-vous dans 2 ans avec mon diplôme. Donc voilà la petite anecdote. Magnifique, magnifique. Donc, très, très belle expérience. Ouais. Est-ce que ça a débloqué des freins chez toi, du coup? Alors là, je suis face à mes lacunes. Après, là, il y a une réalité. Là, il y a une réalité où je fais pas la maline pendant 2 ans. T'es dans une école, t'es à Sciences Po. Il y a un niveau. Donc je décide d'investir sur une coach, Claude Tama, qui est une retraitée qui est magique. Sans elle, j'aurais jamais pu aller au bout. Qui a été coach mental, un peu comme toi, tu vois, genre la coach qui va t'accompagner. Et d'où l'intérêt d'avoir des coachs, c'est important. Ouais. Coach mental, coach sur la méthodologie, sur l'écrit, parce que du coup t'as tes limites, les écrits, la production, etc. Et ça, c'était
c'était un investissement que j'avais fait le choix de faire pour pouvoir suivre, parce que sans quoi c'était pas, et donc du coup ça m'a permis justement d'avoir plus de temps. Donc j'ai travaillé plus que les autres, c'est sûr, parce que j'avais pas les mêmes facilités. Alors du coup durant cette période, on est à juste un peu avant le premier confinement. J'apprends que j'attends un bébé, et là je suis en stress, je suis en panique, et je me dis purée. En fait, j'étais entre la joie et la peur, parce que je me suis dit ça y est, je vais tout arrêter, parce que de fait mon bébé je le garde, et voilà, les deux. et de pas pouvoir assumer, et parce qu'aujourd'hui j'avais 2 petites filles aussi avant, et là je me dis et après je me dis mais t'es ouf Sana, déjà c'est une bénédiction ce qui t'arrive là. Elle va venir avec ses chances, et c'est comme ça que tu dois le prendre, tu vois. Si aujourd'hui elle est là, c'est que elle doit être là, et elle va t'apporter toute la réussite qu'elle doit t'apporter. Et donc à partir du moment où du coup je me mets ça dans ma tête, du coup elle devient une force, tu vois, en moi. Et là après arrive le Covid. Donc le Covid, double truc, ça veut dire cursus à distance. On a besoin de présentiel, tu vois. Après cursus à distance. Donc du coup parce que qui dit à distance dit beaucoup d'écrits, beaucoup de trucs à lire, concentration. T'es à la maison avec les enfants, donc je savais que ça allait pas être pour moi. Et donc du coup, c'était un peu compliqué, mais après du coup avec mon mari et puis Claude qui m'a beaucoup aidé, on a traversé justement cette période, et du coup j'ai passé ma soutenance en mois de juin, le 18 juin dernier. J'étais enceinte de 8 mois. Et contraction le jour de la soutenance, truc de ouf. Ils étaient 6 devant, 6 personnes, et que des pointures. Donc donc je t'ai parlé rédaction du mémoire et tout le tralala, tout le stress. Et voilà. Et puis pour la belle histoire, c'est validé. On m'annonce que c'est validé. Et la remise des diplômes, c'est le 31 mai. Magnifique. Et je t'invite. Merci, avec franchement, plaisir. c'est trop ouf. C'est franchement magnifique. Bravo, félicitations. Merci. On va arriver au moment assez particulier où je me challenge toujours un peu. Vas-y. Toi, on sait que quand on fait une rétrospective de ton parcours, t'es une vraie compétitrice. Que tu le veuilles ou non. Ouais, peut-être. Tu vois, de mon point de vue, t'es une vraie compétitrice. Dans la vie de tous les jours, dans ta vie en tant que femme, dans ta vie en tant que mère, dans ta vie en tant que épouse, en tant qu'épouse, en tant que femme engagée, tu vois. Je vais te parler d'une femme qui s'appelle, alors je sais pas si je le prononce bien, mais elle s'appelle Hatshepsut. En fait, c'est une reine pharaon. Hein? Tu vois, c'est vieux, c'est très 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 vieux. Et en fait, cette femme-là, ça a été une des femmes les plus influentes de l'Égypte antique. Dis-toi que sa momie a été identifiée en 2007 seulement, pour la simple raison que les pharaons, ils étaient pas chauds pour qu'elle fasse partie de leur lignée, tu vois. En fait, elle, c'était l'outsider un peu. Elle est venue en mode serpent, tac tac, elle s'est incrustée dans le game. Et en fait, elle a, pour faire partie de leur lignée, elle s'est déguisée en homme. Et historiquement, les pharaons eux-mêmes l'acceptaient pas. Donc dans le jargon, c'est ce qu'on appelle l'épistémicide. C'est la mort d'une histoire. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de retirer certains aspects d'une histoire pour éviter et la reconstruire à notre façon. En fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle devient donc pharaon en se faisant passer pour un homme. Elle va régner pendant 20 ans. Et pendant tout son règne, elle va là où il y a le célèbre palais en Égypte qui est très visité, c'est le sien. Elle va vraiment aimer construire au sens littéral du terme, mais aussi au sens figuré. Va construire une espèce de branding et tout. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on le connaît très peu de choses sur elle, mais elle a laissé son empreinte. Vraiment, elle a laissé son empreinte. En fait, je te parle d'elle parce que, en somme, elle a fait preuve d'un culot hors norme pour aller au bout de ses désirs. Tu vois, se mettre au même niveau que les hommes, défendre ses idées. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est non pas est-ce qu'il faut devenir un homme, il faut se transformer en homme pour, tu vois, mais pour aller au bout de ces choses-là, selon toi, jusqu'où il faut aller pour bouger les lignes, mais de manière irréversible? Moi, je pense que, du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, du coup,
ce que je combats et ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme politique, en tant que femme engagée, je me bats pour dire qu'aujourd'hui on peut l'être. Et je veux incarner parce que je le suis, et que c'est vrai, ça demande de l'organisation, ça demande un soutien, mais c'est possible. Et du coup, je pense pas qu'il faille se travestir, sauf par choix et parce que tu en as envie, mais je pense qu'il faut juste savoir essayer d'avoir de la justesse, de savoir bien le jauger et avoir cette détermination pour atteindre cet objectif-là. Ouais. Et moi, aujourd'hui, c'est vraiment ce que je veux vraiment incarner. C'est ces femmes aujourd'hui, parce que du coup, dans mon combat, j'ai pas envie d'être perçue comme la femme qui a dû sacrifier sa famille pour réussir, comme beaucoup de femmes en politique. Ouais. Parce que je suis une femme en politique, je suis dans l'obligation de soit me séparer, divorcer ou être seule, ou ne pas avoir d'enfants, ou ceci, cela. Et en fait, c'est beaucoup de femmes, d'ailleurs même des féministes, qui disent « je me suis sacrifiée ». J'ai une amie encore il y a quelques jours qui a fait un témoignage très touchant, qui a dit « moi aujourd'hui j'ai sacrifié ma vie pour l'engagement, là je me retrouve, j'ai 38 ans, je n'ai pas d'enfants, j'ai pas machin et tout, et l'horloge biologique, etc. » Et c'est vrai que ça m'a touchée parce que du coup moi cette question, je me l'étais pas posée parce que dans ma tête, je savais que je voulais des enfants, je savais que je voulais avoir une vie de famille. J'ai grandi dans une famille avec le sens de la famille. AGPR, c'était une famille. Il y avait la famille politique, donc tout est une famille pour moi. Et donc du coup, j'avais vraiment ces valeurs et j'ai vraiment fait en sorte d'emboîter tout ça et de pouvoir le porter. Et donc jusqu'où il faut aller, moi je pense qu'il faut vraiment aller au bout de ses convictions, essayer de mettre la place à chacun de ses engagements. Et après, ce qui est plus difficile, et c'est une vérité, quand t'es une femme, c'est difficile, en tout cas pas d'amener le soutien et tout. Tu peux faire en sorte que les gens ils te soutiennent, ils disent waouh, comment tu fais, c'est un truc de ouf, machin. Combien de femmes, de mamans, elles me suivent même sur Snap et tout, elles me disent mais tu trouves le temps à faire des activités avec tes enfants, tu arrives à faire ci, comment tu fais? Moi je fais pas, machin et tout, et je leur dis c'est juste parce que tu n'aimes pas ce que tu fais peut-être. Ouais. Et moi j'aime vraiment ce que je fais, et j'aime tellement ce que je fais, que ce soit là et tout, et ben je me dis que c'est compatible. Et après c'est vrai qu'il faut avoir un compagnon qui comprenne ce que tu fais et et d'être aussi, bien entouré, et ça c'est important, c'est d'avoir cet équilibre là et d'être assez à l'aise pour quand ça ne va pas, dire stop, là ça va pas, oh, je recule, et là tu te remets en question, qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je freine, etc. Et donc du coup, pour répondre à ta question, pour moi pour arriver à atteindre ses objectifs, il faut surtout être aligné avec ses valeurs, avoir se dire qu'on va y arriver à un moment ou à un autre, que il y aura des coups bas. J'en ai eu des coups bas parce que là je t'épargne un peu le côté dégueulasse de la politique, le côté un peu ingrat de certaines personnes, tu vois. Et malgré tout, moi je suis quelqu'un qui foncièrement n'arrive pas à avoir la haine des gens, à détester les gens. Je suis plutôt blessée et je suis affectée. Et d'ailleurs, c'est beaucoup ce qu'on m'a reproché. Sana, tu pourras pas faire de la politique parce que t'as trop d'affection. T'es dans l'affect. Et moi, je pense que justement, les politiques devraient être dans l'affect. Parce que c'est quand t'es dans l'empathie et que t'es dans l'affection que t'arrives à faire des choses proprement et pas faire du mal aux gens. Et tu trouves tes limites aussi. Et tu trouves tes limites, et quand tu portes des lois ou quand tu fais des choses, tu sais que tu ne veux pas faire du mal aux gens et que t'es pas dans un calcul malsain. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'incarner ce profil de femme, et de pouvoir inspirer une génération de filles, de femmes, et leur dire les filles, c'est possible, on peut y arriver, rester alignées, droite dans ce que vous voulez faire, peu importe ce que c'est, mais aller au bout et rester intègre dans vos valeurs. Bien sûr. Ouais. Je voulais pas en parler parce que je voulais pas trop qu'on dévie du truc, mais effectivement, il me semble que politicien ou politique, ça veut dire pouvoir, mais le pouvoir d'agir, tu vois. Et moi, des fois, j'ai l'impression que aujourd'hui, ce pouvoir-là, il est plus lié au branding qu'autre chose, tu vois. Maintenant, il y a de tout en politique, comme il y a de tout sur terre, comme il y a de tout dans les entreprises, dans les assos, dans ce qu'on veut. Mais ouais, effectivement, je comprends ton combat, et je trouve ça très, très honorable parce que il faut impérativement mettre l'humain au centre de ces choses-là. Oui, clairement. Parce que du coup, nous, ce qu'on crée, on crée avec Nadir, on part d'un constat où on a une expérience d'élu local,
où on se rend compte que même en politique, avec un titre d'élu, en étant maire adjoint ou je ne sais quoi, on se rend compte il y a toujours un truc qui revient, c'est les inégalités de traitement. On ne prend pas en considération. C'est-à-dire que même quand tu arrives à des responsabilités où tu peux changer les choses, on fait tout pour pas te donner les moyens de changer les choses. Et ce qu'on te renvoie, on te le dit pas, mais tu sais lire entre les lignes. Ce qu'on te renvoie, c'est que tu n'es pas en mesure de porter tels sujets. Donc on te donne des miettes à gérer, mais on te donne pas les sujets qui font changer et qui transforment les choses. Donc avec Nadir, très tôt, on se rend compte que on est obligé d'aller au bout parce qu'on a été élu au suffrage universel et que on n'arrêtera pas. Donc on se retourne vers notre base et on se dit la base c'est les gens et on va aller voir ce qu'ils ont besoin et ce dont ils ont besoin et ce dont pourquoi on va se battre. Et après c'est ces mêmes gens-là qui disent mais si on arrive à faire ça entre nous, donc on peut créer notre mouvement et avancer. Et c'est là que naît Cergy Demain, en se disant mais pour nous Cergy Demain c'est quoi? Et c'est de là, mais à chaque fois on était en mode mais demain tu veux qu'il y ait quoi? Et donc après Cergy Demain est né. Et là aujourd'hui on essaie on grandit, on s'installe sur le paysage. On était 2 avec Nadir, on se retrouve à plus de 1500 soutien. On se retrouve à faire un score, à être candidat au municipal. Encore une fois, une liste citoyenne authentique avec toute vous avez charbonné, vous avez fait du porte-à-porte. C'est ça, je m'en souviens. La pluralité, du porte-à-porte. On a surtout construit le programme avec les gens. Et ça, on l'a fait de manière très transparente et très saine, que beaucoup de partis d'ailleurs ont récupéré. Donc on était les premiers à sortir notre programme. C'était marrant parce que du coup, beaucoup se sont inspirés. Au départ, on trouvait ça un peu dégueulasse, mais en fait, quand on s'est dit, mais ils s'inspirent de nous, c'est ouf. On devient inspirant, tu vois. Et ça, c'est pour nous et pour le travail des habitants, c'était incroyable. Et on fait le score crise sanitaire, donc primo sortant, le maire passe à 2000 voix, on fait 600 voix. C'est pas rien, donc on prend la décision de pas se rallier, de se rallier à personne. Et de continuer de construire notre pouvoir et de continuer d'accompagner les gens et essayer de rassembler. On décide de se présenter pour les départementales. Entre-temps, on crée les confinés solidaires durant la crise sanitaire. Et là, on accompagne avec tous les confinés, les soignants, les familles en grande précarité. On essaie d'être présent pendant tout le premier confinement. D'ailleurs, c'était drôle, on a reçu la médaille du merci du SDIS. On savait même pas ce que c'était. Je connaissais même pas. Et du coup, c'était incroyable, tu vois, la reconnaissance que du coup l'institution pouvait avoir là-dessus, parce que du coup, c'était nous qui rendons hommage aux soignants, mais pendant tout le premier confinement, matin, midi et soir, ils étaient nourris, etc., machin, et les familles à proximité qui étaient dans la précarité. Et puis après arrivent les départementales et on décide d'y aller. Et là, du coup, on se retrouve à avoir fait 14% sur notre circo, et puis Nadir avait fait plus de 11%. Incroyable, tu vois. Ouais. On est une liste citoyenne, tu vois, dans le calcul des partis, donc on arrive à peu près 3e, 4e sur le podium de 8 binômes. C'est pas rien. Et là, on se dit, là, on est en train de construire un truc qui est ouf. Et là, on fait partie de l'échiquier politique. Donc du coup, on continue. J'intègre l'Académie des futurs leaders depuis le mois de janvier. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est une académie qui a été lancée par Alice Barbe et Mishka Bengio, et qui a pour objectif justement d'accompagner et de former les leaders de demain, et qui ont pour objectif justement de donner la place à ces gens qui imaginent une politique autrement. Et je les remercie parce que du coup, moi, ça me permet de sortir de ma zone de confort, même un confort par moment, mais en tout cas d'élargir mon réseau, mais surtout d'apprendre de personnalités, de leaders engagés dans différents coins de la France, de m'inspirer de ces parcours-là, et aussi d'avoir des intervenants de qualité, notamment celui du mardi matin qui me fait beaucoup de bien, les cours de Marc Welbalek, enfin je vais l'appeler Marc parce qu'à chaque fois j'écorche son nom allemand machin, et donc du coup c'est des cours de gestion des émotions. Des émotions, on fait même de l'hypnose, c'est un truc tous les mardis, on a 4 heures. Wow. 4 heures, non, je fais la Marseillaise là. On a de 11h à 13h, mais ça me paraît ouf. Je crois que j'ai l'impression que c'est 4 heures, mais parce qu'après en plus il est disponible, tu peux l'appeler et tout ça. Et en fait, ces cours, du coup, te permettent de gérer ton parcours, de gérer gérer le fonctionnement de ton cerveau. Comment tu peux continuer d'agir sans te faire du mal à toi? Comment prendre soin de toi? Comment interpréter aussi les réactions des autres? Et ça, je connaissais pas du tout.
Et ça, moi, rien que ça, c'est une victoire de ouf parce que ça me permet aujourd'hui d'arriver sur ton plateau zen, sereine et bon, avec beaucoup de fatigue, hein, parce que là, on rentre dans le dur et tout, mais avec en tout cas, tu vois, une compréhension de ce qui m'arrive en fait. Bah écoute, c'est génial. Merci vraiment beaucoup pour toutes ces réponses. J'ai une dernière question pour toi, très rapide. Si tu devais faire le bilan, comme les Negmarons. Fais le bilan, calmement, on se remémore à chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 40 ans. Ah, c'est ma génération. Ouais. En fait, je peux pas dire que je fais le bilan parce que je suis jeune, j'ai 40 ans quand même. Tu vois, je viens d'avoir 40 ans. Je dis que le bilan, ça serait ça y est, il est temps. Il est temps pour moi d'arriver aux responsabilités qui me permettront justement de pouvoir réellement enfin changer les choses. Il est temps pour moi d'avoir cette légitimité à porter haut et fort la voix des personnes qui me font confiance. Il est temps pour moi de pouvoir justement me dire purée, le changement, ça y est, on y arrive. Et il est temps pour moi de pouvoir justement incarner cette vision de la femme investie, cette vision de la femme de quartier qui est souvent stigmatisée comme la beurette, les chichas, etc. Et que je défends tout le temps parce que le terme beurette ou encore les chichas, c'est à la mode aujourd'hui et que c'est un lieu de partage et si les gens connaissaient le sens de ces environnements-là, on serait pas là à les dénigrer. Mais je pense qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir installer aujourd'hui des femmes. J'avais du mal à le dire, tu vois, parce que je trouvais que ça faisait un peu trop genre je me la raconte. Mais non, aujourd'hui, le bilan, c'est que, les gars, je suis prête. Il faut des femmes comme moi, des femmes de quartier à un moment donné pour changer les choses. En tout cas, je suis OP. Eh ben, force à vous. Voilà, force merci. À toi. Merci pour tout. Merci à toi, c'était un plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sana ? Alors, du coup, on peut me retrouver à Cergy, mais sur Paris en ce moment. Donc, je suis en formation à l'Académie des futurs leaders. Je suis sur les réseaux, donc sur Facebook, Sana Seytouli. Instagram, je commence à me familiariser avec ce réseau social-là. J'ai même un Snap aussi que je néglige pas. Il y a LinkedIn sur parcours un peu plus professionnel, mais on peut me retrouver là. Et à Cergy, tous les dimanches, moi j'étais permanence dans mon local au 25-27 rue Francis Combe. Donc vous avez la possibilité de venir à notre rencontre. Moi je suis disponible. Et puis dans vos cœurs, moi je suis là. Hein. Vous Magnifique. Mettez Sana dans vos cœurs, je suis là, quoi. Ah ouais, c'est magnifique. Grand merci à toi. Merci, un grand merci. Et puis bravo pour ce que... Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ciao. Ciao. C'est terminé et ce que je retiens, 3 choses. En 1, tu peux toujours t'adapter. Plus tu seras authentique, plus tu toucheras des gens. En 2, il y a différentes façons d'y arriver. Autoroute, périph, nationale. En 3, que tu prennes l'autoroute ou la nationale, prends le temps de lever la tête, d'observer et d'apprécier. D'ailleurs, si t'as apprécié, n'hésite pas à donner de la force et à mettre une bonne note.